Merci, merci à nos trois invités. Bonjour à tous. Donc, notre table ronde de ce matin porte sur l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire que représente Madame Cazeneuve et les assurances maladie complémentaires. Même si vous êtes connu de la CSMF, je vais quand même vous présenter un tout petit peu plus précisément. Madame Cazeneuve, vous êtes directrice déléguée de la gestion et de l'organisation des soins à la Caisse nationale d'assurance maladie depuis mars 2021. Le raccourci journalistique, souvent, c'est de dire que vous êtes la numéro 2 de la CNAM. Donc c'est à ce titre que vous allez piloter aux côtés de Thomas Fatome les négociations en vue de la prochaine convention qui vont s'ouvrir au mois d'octobre, au courant du mois d'octobre, début, fin fin octobre. Okay. Et auparavant, vous aviez été conseillère au cabinet du Premier ministre et avant du Président de la République sur les questions de protection sociale. Et au début de votre carrière, vous avez également travaillé au ministère de la Santé, au comité de pilotage de l'ONDAM. Monsieur Picon, vous êtes président de l'Union nationale des professions libérales, l'UNAPL, qui représente 68 syndicats et associations représentatives de professions libérales. Vous avez des représentants au conseil de la CNAM à ce titre. Et vous-même, vous avez été élu à la présidence en 2019, après les 2 mandats successifs de Michel Chassan, qui est ici au premier rang. Et donc vous-même, vous n'êtes pas médecin, mais vous exercez la profession d'agent d'assurance, qui est également une profession libérale réglementée, et vous l'exercez dans le Gard. Enfin, Monsieur Christian Schmitt de la Brélie, vous représentez le groupe Clésia, qui est un groupe de protection sociale et assureur d'intérêt général, donc qui fait de la complémentaire santé, de la prévoyance et de la retraite complémentaire. C'est un groupe qui a 3200 collaborateurs et 300 000 entreprises clientes, et donc qui couvre 4,1 millions de personnes en assurance personne et réalise un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros. Vous-même, vous êtes directeur général de Clésia depuis 2005. Vous siégez également au comité de direction de l'Agir Carco et du STIP, donc la famille de complémentaires qui représente les institutions de prévoyance, donc aux côtés de des mutuelles et des assureurs privés. Et vous siégez également au conseil d'administration de l'ICM, l'Institut du cerveau et de l'Institut de l'entreprise. Voilà, nous sommes maintenant bien présentés. Donc le débat de ce matin, en fait, il est presque aussi vieux que l'histoire de la CSMF et l'histoire des conventions médicales, comme l'a rappelé Daniel Lenoir hier soir. Alors on va pas refaire toute l'histoire, et le débat qu'ont eu les médecins libéraux au siècle dernier, de savoir si il vaut mieux contractualiser avec un seul assureur obligatoire ou avec plusieurs assureurs. À l'époque, c'était des mutuelles surtout. Donc aujourd'hui, on n'en est plus là, mais pourtant, il y a quand même un débat qui a ressurgi l'année dernière à la faveur d'un rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui avait été demandé d'ailleurs par le ministère de la Santé et qui, je crois, était un sujet qui intéressait même personnellement le président de la République. C'était le débat autour de la grande sécu. Alors, après la campagne présidentielle est passée, ce débat a été clairement enterré, mais néanmoins, c'est un sujet qui, à mon avis, a suscité quand même pas mal de questions, de réflexions. Donc, je voudrais savoir, les uns et les autres, ce que vous avez gardé de ce débat. Est-ce que ça a apporté un éclairage différent sur certains sujets? Qu'est-ce que vous en retenez, Madame Cazeneuve? Si on peut-être commencer par vous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Alors, comme tous les rapports du HCAM, ce rapport du HCAM est un très bon rapport, dont j'encourage la lecture. Je pense que c'est un rapport très utile puisqu'il a fait
il a surtout eu pour bénéfice de faire de la transparence sur les questions qu'on se posait. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce fantasme AMO, AMC, et donc là, au moins, ça a posé les choses. Et ça a permis, je pense, d'établir deux conclusions. La première, et ça on le savait, c'est que c'est sûr que s'il fallait reconstruire aujourd'hui un système de protection sociale, on ne ferait pas exactement comme ça, parce que le système AMO-AMC tel qu'il existe aujourd'hui, il a plein de qualités, mais de fait, il a aussi beaucoup de complexité. Il engendre beaucoup de complexité, il engendre des charges, etc. Bon, ça, c'est la première chose. Mais la seconde conclusion aussi, c'est que quand on fait des politiques publiques, on part jamais. On peut toujours imaginer ce que serait un système si on avait une feuille blanche, mais on part jamais d'une feuille blanche. Et donc, c'est vrai que les scénarios d'évolution qui ont été étudiés par le HCAM, tous montraient que finalement, quand bien même les constats étaient partagés, il n'y avait aucune solution qui s'imposait ou qui était si simple que ça. Voilà. Donc je pense que ça a eu le mérite de mettre pas mal de mettre ce sujet dans l'atmosphère. Je pense que ça a eu le mérite aussi pour l'AMO et les AMC de se re-questionner sur ce qui pouvait être amélioré. Donc voilà, pour moi, ça reste un bon document, en tout cas de transparence sur la manière dont fonctionne notre système. Monsieur Schmitt de la Brélé, est-ce que c'est prendre un micro. Est-ce que c'est également une réflexion qui vous a poussé à vous interroger sur les domaines de couverture des complémentaires ? Je pense que ce rapport a eu pour objet de pouvoir échanger peut-être de manière plus large sur ces différentes relations entre AMO et AMC. Est-il bon, est-il pas bon? Je ne me permettrai pas d'en justifier la pertinence ou pas. La vraie difficulté, c'est que ce rapport était un des rares rapports du HCAM qui n'a pas été voté par l'ensemble des parties prenantes et qui a montré de fait les problématiques encore de divergence qu'on peut constater sur une approche la plus large possible ou une approche un peu plus dirigiste de tout ceci. Ce que l'on constate, c'est que le débat n'est pas enterré, entre guillemets, et dans des tendances, je dirais, de tout universaliser, qui viennent peut-être à ne pas garder les spécificités qu'on peut avoir d'une nature territoriale, d'une nature spécifique de secteur d'activité qui est complémentaire à une politique de santé publique qui s'exerce, bien évidemment, et sur lequel nous la respectons. On voit qu'il y a quand même toujours des nuances à apporter, et de ce fait, des travaux doivent être encore approfondis dans nos relations à la fois assureurs, professionnels de santé. On parlera d'un très bel accord qu'ont signé les trois familles avec les libéraux de santé, pour nous permettre de travailler vraiment dans une relation tripartite qui nous permette d'avancer. Clésia est aussi au bureau de la mutualité française, je me permets de le rajouter, et c'est sur ces sujets qu'on souhaite maintenant à avancer et peut-être faire évoluer le paradigme pour trouver des solutions sur lesquelles déjà par le passé on a apporté beaucoup de réponses. Monsieur Picon ? Écoutez, moi je représente ici 1 700 000 professionnels libéraux qui ne sont pas tous des professionnels de santé, même si je salue tous ceux qui sont dans la salle ici. Le rapport du HCAM a eu pour nous le mérite de poser un certain nombre de constats que l'on a pu partager. C'est vrai, ce rapport n'a pas été approuvé par l'ensemble des participants au HCAM, mais somme toute, pour nous, le projet de Grande Sécu était un projet qui, pour les libéraux, ça ne vous étonnera pas, était un projet qui privait, au fond, chaque citoyen du choix d'adaptation d'un segment de couverture en fonction de ses propres besoins et de cette liberté à chacun d'avoir cet espace qui ne soit pas un espace contraint et obligatoire. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, c'est tout de même aussi, on peut considérer, je l'ai entendu tout à l'heure dans les propos du député M. Aubert, que les complémentaires ont eu un peu tendance aussi, sur un certain nombre de sujets, à réguler les prix, ce que la Caisse nationale d'assurance maladie ne parvenait pas toujours à faire. Et donc,
par principe d'une part, et puis d'autre part par constat, nous sommes attachés au maintien de ce régime qui, somme toute, quand on le regarde avec la complémentarité entre une caisse d'assurance maladie et puis les complémentaires, donne dans notre pays un résultat de couverture qui est plutôt intéressant, même s'il y a quelques signaux, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je suis assez inquiet du nombre de Français qui n'ont pas de couverture mutuelle. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont aujourd'hui à la C2S, pardon, l'ex-CMU. Et puis il y a tous ceux, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui sont au-dessus du seuil. Ceux aussi pour qui l'accès à une complémentaire santé, je pense sur les contrats individuels, devient, notamment parce que la technique de tarification des mutuelles sur les contrats individuels est en fonction de l'âge. Et moi, je vois beaucoup de nos confrères retraités, professionnels libéraux, qui arrivent en retraite avec l'insuffisance de moyens pour se payer une complémentaire. Et ça, c'est un sujet qu'il faudra aborder. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la table ronde. Donc, si le débat de la grande sécu, on l'a dit, est derrière nous, en revanche, quand on observe les comptes de la santé, année après année, on voit que l'assurance maladie obligatoire, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais grignote un petit peu de terrain année après année par rapport aux complémentaires et par rapport aux ménages. Alors, quels sont les éléments d'explication? On cite souvent le poids des ALD, qui est de plus en plus important. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, effectivement, on est aujourd'hui, le remboursement assurance maladie représente 80% de la dépense de santé. Et c'est vrai qu'on a effectivement pris 4 points dans la part des dépenses. J'allais dire un peu à notre corps défendant. Ce n'est pas notre objectif que de rembourser davantage, mais le fait est qu'avec l'augmentation des ALD et avec le fait qu'on a de plus en plus à la fois de forfaits et de sujets d'accès aux soins. En fait, c'est vrai que, par exemple, on parlera sans doute de la prévention tout à l'heure, quand on dit, voilà, on crée un acte de prévention. Nous, finalement, on aimerait pouvoir partager, entre guillemets, cette charge avec les complémentaires, mais on a un sujet d'accès aux soins, et ce sujet d'accès aux soins fait que si on veut être certain que les gens ont accès, et notamment, par exemple, les jeunes sur la prévention, le réflexe du 100% de prise en charge, il est quand même de plus en plus, de plus en plus récurrent, à la fois, j'allais dire, par les politiques dans le PLFSS, et puis de manière générale. Et donc, on voit bien que plus on met de prévention, plus on met de forfaitaire, plus on couvre les personnes vieillissantes qui ont des parcours de soins compliqués avec des ALD, en fait, plus la part de l'AMO augmente. Et donc, sur la période, la part AMC a baissé, donc ces 10 dernières années, d'1 point, avec quand même une année 2020 qui est aussi un peu particulière, puisque évidemment, pendant l'année 2020, on a eu, avec la crise sanitaire, et c'est normal, une augmentation forte de l'AMO par rapport à l'AMC. Donc, on va voir là comment ça se stabilise. Mais c'est surtout, en fait, le reste à charge des assurés qui a diminué, qui a 6,5% de la dépense aujourd'hui. Donc, ils portent 6,5% de la dépense aujourd'hui contre 9% il y a 10 ans. Alors, vous l'avez dit, le Covid a créé de nouvelles couvertures, donc notamment les tests étaient pris en charge à 100%, la vaccination évidemment a été prise en charge à 100%, et aussi de façon peut-être plus étonnante, les téléconsultations, donc ça s'arrête il me semble le 30, c'est ça, on est bien d'accord? Absolument. Et je me souviens que l'année dernière, il y avait un communiqué de presse des 3 familles de complémentaires qui disait oui, mais nous, on aimerait bien rembourser les téléconsultations à même hauteur qu'on rembourse les consultations normales. Il n'y a pas de raison. Monsieur Schmitt de la Brélie, est-ce que c'est à cause de ces parts de marché, je ne sais pas si on peut le dire aussi comme ça, que l'assurance maladie est en train de prendre, que vous avez souhaité contractualiser avec les libéraux de santé, qui, je le rappelle, sont une intersyndicale de 11 syndicats de libéraux, dont la CSMF et le SML. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Comme l'a expliqué Mme Cazeneuve, il y a eu à un moment donné une problématique de réponse urgente face à une pandémie soudaine et des choix qui ont été pris. Le fait de rembourser à 100% au niveau de l'AMO cette télémédecine, principe de télémédecine qui, en matière d'innovation d'ailleurs et en matière de construction, ont été créés
grâce à l'action des complémentaires en relation avec les professionnels de santé. Donc, je mettrais peut-être de côté, je dirais, cette réponse qui était d'une généralisation universelle de cet aspect-là, quand bien même 96% de nos concitoyens sont aujourd'hui couverts par une complémentaire. Donc, alors on peut le pousser à 100%, bien évidemment, mais d'abord ce sujet-là. Sur cette réaction, je dirais, naturelle des professionnels, des assureurs à cet instant T, elle voulait simplement remarquer que la télémédecine avait été construite techniquement par plutôt ces assureurs complémentaires, et de dire on sait aussi très bien faire en la matière. L'État a préféré nous taxer pour pouvoir rembourser à 100%. C'est un choix qui a permis de généraliser, entre guillemets, de manière la plus lourde, cette télémédecine. Une autre piste aurait pu être dans le comment mise en œuvre. Et donc, cette réaction étant derrière nous, j'ai tendance à dire que cette organisation et cette signature de ce très bel accord entre les libéraux de santé et les assureurs, qui est un protocole cadre, voit la volonté de remettre un cran en avant, tant sur une démarche d'un copaiement qui était celui via le tiers payant de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, mais aussi en matière de prévention en la matière, et de bien montrer qu'on peut avoir très bien une relation tripartite. Et là, je me félicite de plein d'éléments quand même de ce PLFSS et des réponses de nos politiques à vouloir ouvrir ce champ de la prévention dans des logiques d'ALD qui ne sont que croissantes, et vraisemblablement dans une évolution de la durée d'assurance en retraite qui va augmenter. Je vous rappelle qu'un arrêt de travail moyen d'une personne de 58 ans, lorsqu'elle est en arrêt de travail, est en durée 10 fois supérieure à celui qui en a 23. Donc, dans cette logique-là, on a une attente en ce qui nous concerne par une segmentation de nos portefeuilles et de nos partenaires sociaux dans un certain nombre de conventions collectives qui se disent prenons ce sujet à bras-le-corps pour trouver des réponses dans le cadre, bien évidemment, d'une politique de santé publique que l'on respecte, que l'on approuve et sur lequel les évolutions récentes sont plutôt, je dirais, positives. On l'a vu sur le 100% santé, on le voit aujourd'hui sur cette prise en compte de la prévention. Donc tous ces éléments-là, on ne peut que les saluer, et très positivement. Et enfin, on a tendance à dire, donc merci à nos gouvernants d'avancer dans ce sujet-là. Maintenant, on passe dans le comment, et c'est là sur lequel il ne faudrait pas revenir à une logique d'universalité qui n'arrive pas à avoir finalement l'efficacité recherchée in fine. Je pense que cette relation publique-privée, vous parliez de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, sur lequel j'ai le plaisir d'être aux côtés de Gérard Saillant au conseil d'administration, c'est bien cet élément-là qui nous permet aujourd'hui d'avoir fait revenir peut-être la France, qui était le berceau de la neuroscience dans le monde, du 19e rang mondial au 4e rang mondial en matière de publication aujourd'hui, dans une association et pas dans un tout privé, que j'ai tendance à bannir. Hein. Je vous rappelle que Clésia est un groupe non lucratif, est une structure de personnes et non capitalistique, mais pas non plus dans un tout public qui amène peut-être de par une logique d'universalité à avoir peut-être moins d'agilité, entre guillemets, et peut-être moins de pertinence territoriale. On parlait de la mutualité française, ou sectorielle. Je vais vous parler de quelques exemples qu'on a pu travailler avec la CSMF sur le transport ou dans d'autres secteurs. Monsieur Picon, est-ce que vous souhaitez également réagir sur la notion de copaiement entre assurance maladie obligatoire et complémentaire? Et je pense à un autre sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui a un peu disparu à la faveur de la crise du Covid, les contrats de complémentaire santé ont été de plus en plus standardisés depuis, je dirais, une dizaine d'années, en raison notamment du mécanisme des contrats responsables. Donc les complémentaires santé remboursent un petit peu toute la même chose aujourd'hui.
Et est arrivée la question des surcomplémentaires, des assureurs, surtout privés, qui pouvaient proposer des surcomplémentaires. Alors, est-ce que c'est un marché aujourd'hui, à votre avis, complètement marginal, ou quel est son avenir de votre point de vue? En ce qui concerne les surcomplémentaires, elles sont nées de l'obligation d'assurance complémentaire santé imposée aux employeurs pour leurs salariés. Et le choix de l'entreprise du niveau de garantie qu'il offrait, parfois, n'était pas considéré par les salariés comme suffisant. Ils voulaient un peu plus de garantie sur un certain nombre de soins, l'optique, le dentaire, enfin, différents soins particuliers. Et c'est de là qu'est née la notion en fait de surcomplémentaire venant en plus de la complémentaire que l'employeur offre à ses salariés. Et justement, bon, je représente les 4 millions d'indépendants, puisque l'UNAPL est un des membres fondateurs de l'UDP, avec les artisans commerçants pour lesquels nous traitons de tous ces sujets, de protection sociale, de retraite, ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec Madame Cazeneuve dans un autre format. Oui, les indépendants ne sont pas concernés, malheureusement, par l'assurance collective. Ils ont des contrats individuels. Donc pour eux, la surcomplémentaire ne se pose pas, puisqu'ils souscrivent une complémentaire tout court. Et cette complémentaire, je l'expliquais tout à l'heure, elle va chez eux, dans les individuels. Ce qu'on note, c'est une diminution plutôt régulière des garanties, parce que le coût pour ces indépendants devient très cher, surtout lorsqu'ils vieillissent. Et donc, bien sûr, un assureur, il mutualise le risque. Donc les jeunes, vous l'avez souligné tout à l'heure, en matière d'arrêt de travail, mais on peut aussi l'étendre à l'assurance santé. Les jeunes coûtent moins cher. Et on a plus de salariés jeunes que de salariés âgés, normalement. Et bien évidemment, si les contrats collectifs prennent que les jeunes et laissent aux contrats individuels que ceux qui sont plus exposés au risque parce qu'ils sont plus âgés, on va avoir un déséquilibre compliqué. Voilà, donc sur la complémentaire, et pour ce qui est des indépendants, il y a un vrai sujet, il est posé, il va falloir y répondre, parce que plus ils avancent en âge, moins ils ont la capacité à pouvoir souscrire une complémentaire, et encore moins une surcomplémentaire. Ensuite, après, sur l'existence même de ces surcomplémentaires, bien moi je trouve ça plutôt intéressant, parce que ça permet à chacun de pouvoir adapter en fonction d'abord un de ses besoins, et puis deux aussi peut-être de ses moyens, absolument. Mais c'est au fond le fondement de notre société de liberté. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix, de dire on fait un régime universel, on couvre tout, quel est l'état de santé de leurs citoyens. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus performant que le nôtre. En ce qui nous concerne, nous, bien évidemment, à l'UNAPL et représentant les indépendants, on est attachés à l'exercice un peu libéral des choses, non pas un peu, mais beaucoup. Et donc, nous ne sommes pas favorables, encore une fois, à ce qu'il y ait un régime étatisé qui uniformise de manière universelle, même si l'universalité sur un segment de couverture tel qu'on le connaît en France aujourd'hui avec l'assurance maladie est tout à fait souhaitable et pérenne. Et la complémentarité des deux s'impose, me semble-t-il. C'est un peu le reproche qu'on avait fait à la réforme de l'ANI sous une majorité précédente, c'est-à-dire que la complémentaire obligatoire pour les salariés a eu pour conséquence qu'on a des salariés qui sont très bien protégés, avec de bonnes garanties. Les assurés les plus précaires sont protégés par divers mécanismes que la C2S a unifiés. Et après, il reste les retraités, les indépendants, toute une catégorie de la population qui est moins bien couverte. Et donc, la réforme, quelque part, est restée un peu au milieu du gué, où elle mériterait d'être prolongée. Vous souhaitiez réagir ? Non, je pense que pour moi, l'ANI a été une très bonne réforme. On a 5% des gens aujourd'hui qui n'ont pas de complémentaire santé. Et en fait, effectivement, là où c'est
entre guillemets inquiétant du point de vue de la puissance publique, c'est que c'est essentiellement les personnes sans emploi, donc c'est 13% des chômeurs, 8% des inactifs. Et donc on voit bien que c'est sur cette population-là qu'on a un sujet d'accès aux soins. Et pour revenir sur le débat précédent et pour faire le lien avec votre première question, c'est vrai que nous, Assurance Maladie, on n'a pas vocation, envie d'avoir, j'allais dire, une place plus importante. Et donc finalement, on aimerait arriver à stabiliser le découpage tel qu'il existe entre l'AMO et l'AMC. Mais de fait, la raison pour laquelle cette tendance va vers davantage d'AMO, c'est parce qu'on fait davantage de prévention, on fait davantage de maladies chroniques, et cette tendance ne va faire que s'amplifier. Et vous pouvez tourner les choses comme vous voulez, je veux dire à la fin des fins, c'est plus compliqué pour un patient en situation de précarité, en situation de d'avoir accès aux soins quand il n'y a pas de prise en charge à 100%. Et donc c'est là où je pense que les complémentaires santé ont un très gros enjeu, c'est que sur l'offre, quand nous, on a un enjeu assurance maladie en tant que puissance publique, un enjeu d'accès aux soins, on fera du 100% santé. Pourquoi est-ce que sur la crise, c'est ça qui a été fait? Parce qu'il y avait un enjeu d'accès aux soins. Et on ne voulait pas qu'il y ait des gens qui, tout d'un coup, se retrouvent sans pouvoir se payer de masque, sans pouvoir... Voilà. Donc, le sujet, en fait, c'est celui-ci. Et donc, on a peu de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé, mais on a quand même 5% des gens, dont des populations précaires. Et puis, par ailleurs, le tiers payant, il est très étendu, mais il n'est pas généralisé. Et donc, de fait, il y a une complexité qui est induite pour l'assurer. Alors, une complexité dont on peut dire qu'elle est normale parce qu'il faut une responsabilité du patient, etc. Mais en tout cas, du point de vue des pouvoirs publics, à partir du moment où vous avez une politique publique que vous voulez déployer de manière offensive en matière de prévention, de réduction des inégalités de santé, etc., vous n'avez pas tellement d'autres choix que de faire ça. Et donc, c'est là où il faut travailler avec les complémentaires santé pour que ce ne soit pas davantage de complexité pour le patient, mais que, j'allais dire, les complémentaires santé nous tirent davantage vers l'innovation et donc dans la complémentarité réelle. Et donc, notamment, si une des grandes réformes là, qui a été faite par l'assurance maladie, qui est la prise en charge là, de séances avec un psychologue dans le cadre du dispositif Mon Psy, il y avait des complémentaires qui proposaient déjà cette offre. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que la complémentaire santé, elle va explorer des choses que l'assurance maladie ne peut pas faire a priori. En revanche, sur le sujet d'accès aux soins, s'il n'y a pas une simplification d'une manière ou d'une autre, cette tendance-là, même si nous on est contre, elle va de fait s'aggraver. Voilà. Justement, sur les consultations de psy, on n'a pas encore de chiffres, mais la mutualité française à Marseille, il y a 15 jours, disait ça marche pas, ça prend pas. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme remontée là-dessus? Ça marche super bien. Non. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre il n'y a que 2 départements qui sont pas couverts. Alors, je peux vous redonner les chiffres. Alors, je ne les ai pas en tête par cœur. Mais on a un médecin sur 2 en France qui a déjà eu recours au dispositif Mon Psy. On a, je crois, 2000 psychologues qui sont conventionnés, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais vérifier les chiffres à la fin de mon intervention. Et ça ne fait que croître, donc voilà. Et oui, monsieur Piron. Oui, ouais, juste sur ce sujet, puisque l'UNAPL compte parmi ses membres les 2 syndicats de psychologues qui sont très réservés. Alors, enfin, ils sont réservés surtout par le niveau de tarif qui est pris en charge. Et ça pose d'ailleurs le problème, d'une manière générale, du niveau de prise en charge. Je pense aux médecins, je pense à infirmiers, kinés, enfin d'autres acteurs de santé sur le niveau de prise en charge, ou heureusement que les mutuelles couvrent parfois un dépassement d'honoraires qui permet aux médecins d'exercer dans des conditions économiques satisfaisantes, parce que sinon ça serait un peu difficile. Et sur les psys, moi j'ai discuté avec eux et ils ne sont pas tout à fait satisfaits du niveau. Les syndicats, oui, bien sûr, après il y a un certain nombre d'acteurs qui acceptent, peut-être pas ceux qui travaillaient le plus d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat. Donc ça pose là aussi l'utilité des complémentaires qui peuvent apporter un complément de rémunération aux professionnels de santé lorsque c'est nécessaire. Alors, sur ces consultations de psychologues, si je ne dis pas de bêtises, on est à 60% remboursement AMO et 40% AMC, hein, c'est ça.
Alors en revanche, le ministre de la Santé a annoncé dimanche dernier que les consultations donc, de prévention qui étaient au programme d'Emmanuel Macron, donc, à 4 âges de la vie, 25, 45 et 65 ans, seraient dans le PLFSS. Ça a été présenté comme gratuit, mais quand quelque chose est gratuit dans notre domaine, c'est-à-dire pris à 100% par l'assurance maladie, est-ce que on a bien compris. Et par ailleurs, Thomas Fatome a dit hier, répondant à une question de la salle, je crois, que ce seront des consultations qui seront bien réalisées par le médecin traitant, mais avec d'autres, il a dit pas tout seul, quoi, ou avec d'autres professionnels de santé. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur comment se dessine ce dispositif ? Alors, effectivement, il y aura une mesure législative qui définira notamment ce que c'est la loi qui décide des modalités de prise en charge 100% ou pas 100%. Donc ça, le PLFSS sera présenté dans 48 heures, voilà. Ensuite, dans dans le contenu de cette démarche de prévention, c'est quelque chose qu'on va consulter avec les professionnels de santé. Je veux dire, c'est l'assurance maladie seule, elle n'est pas en mesure, en tout cas, ça ne serait pas satisfaisant que ce soit elle qui décide de manière descendante. Voilà ce qu'il faut faire à 25 ans, voilà ce qu'il faut faire à 45 ans, etc. Après, ce qu'on a établi, c'est qu'on a, compte tenu de toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé, compte tenu de tout ce qu'on a fait nous sur nos centres d'examen de santé, on sait pour chaque âge à la fois ce qu'il faut faire en matière de rappel de vaccination et de dépistage organisé, les risques et les sujets de promotion en santé sur lesquels il faut insister, et puis les examens qu'il faut prescrire. Donc tout ça, ça ne peut se faire, à notre sens, que autour du médecin traitant. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment que le médecin traitant ait une vue globale et appréhende son patient de manière globale. Donc c'est vraiment ça la logique des entretiens de prévention, c'est de se dire, en fait, on ne découpe pas le patient par organe, d'un côté les yeux, de l'autre côté les reins. On a un vrai entretien et on couvre l'ensemble des sujets parce qu'évidemment, il y a des interactions entre les différents sujets. En revanche, ce qui est sûr, c'est que dans une période où on court après le temps médical, ça ne peut se faire que si le médecin est aidé. Et donc, si je pense à l'éducation thérapeutique, par exemple, il faudrait que le médecin arrive à déléguer, par exemple, cette partie-là. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire un parcours de prévention et un entretien de prévention qui soit conduit par le médecin, mais avec un maximum d'aide, avec peut-être un questionnaire d'auto-remplissage par le patient en amont, le fait d'avoir d'autres professionnels de santé qui interviennent en amont ou en aval pour que des infirmières azalées, des IPA. Exactement. Exactement. Enfin, il y a plein de professionnels de santé qui ont des compétences en matière de prévention. Le sujet, c'est qu'il faut bien que ce soit coordonné par le médecin et que le médecin ait, au moment où il voit le patient, l'ensemble des éléments qui lui permettent d'avoir une discussion avec son patient. Voilà. Et je pense que je me ferais engueuler par la salle si je ne vous posais pas la question, quelle doit être la valeur de cet acte ? Ah bah ça, on va... ça va faire partie des discussions. Ouais, non, ça, je crois que on va en discuter. Voilà. J'ai posé la question. Monsieur Schmitt de la Brélie, je vous passe la parole parce que... Oui, voilà. Enfin, dans le secteur de la collective où on protège les entreprises, des entretiens de prévention, on les voit régulièrement. Oui. Ça s'appelle les entretiens de nouvelle embauche et de prévention. Ça dure 10 minutes, 15 minutes, et on voit que finalement, ceci peut peut-être contribuer à un certain nombre de rétablissements et d'avancer sur des problématiques de vaccination et autres sujets, mais que globalement, il y a eu derrière ce constat une véritable interrogation des partenaires sociaux. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé chez nous dans la branche du transport routier de marchandises et de voyageurs. Et sur ce sujet-là, un entretien de prévention, et Dieu seul sait si ces conducteurs sont extrêmement régulés, eux aussi. Ce n'est pas un permis professionnels, mais quasi, puisque tous les ans, ils ont un certain nombre de formations métiers derrière. Qu'est-ce que l'on a fait ? À la demande des partenaires sociaux, qui intègrent dans le triptyque de tout secteur d'activité, si on veut être gagnant, formation, salaire, protection sociale. Et dans la logique de la protection sociale, leur démarche a été de dire, ne nous faites pas une consultation à 10 minutes. Très clairement, on veut un check-up. Alors,
ce n'est pas le check-up du cadre dirigeant d'une entreprise de taille importante qui passera par le SIEM ou autre sujet qui a qui dépassent des montants extrêmement significatifs, mais qui font partie des garanties hommes-clés, pour reparler du milieu d'assureurs classiques. Mais globalement, il nous faut quelque chose qui soit substantiel et qui va nous permettre, alors qu'on gère des régimes de prévoyance, d'inaptitude à la conduite pour retrait de permis de conduire pour des causes médicales, avec un taux de mortalité de ces mêmes cabossés de la vie, avant qu'ils partent à la retraite, 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Enfin, on a des éléments assez forts, donc on veut quelque chose qui soit segmenté. On n'a pas quelque chose d'universel dans ce sujet-là. Et donc, un travail avait été mené avec la CSMF dans ce sujet, qui était d'élaborer exactement pour la profession. L'assureur, ce n'est pas son job. Et il ne veut pas rentrer dans la logique médicale. De manière totalement indépendante, quelles sont les pathologies, les sujets qu'il faut traiter par rapport à cette profession, d'avoir un entretien qui dépasse souvent les 45 minutes et qui est remboursé au premier euro, à défaut de pouvoir qui est remboursé à 5C, pour vous donner l'exemple. Cet élément-là, il correspond à quelque chose d'un véritable entretien de prévention, un check-up. Des indices. Ouais, c'est ça. Lorsque les partenaires sociaux engagent dans la branche hôtel, café, restaurant, nous avons le plaisir d'en protéger 85% des restaurateurs, hôteliers et cafés de France et des Drômes. Dans cette logique-là, leur problématique est liée là aussi salaire, formation, protection sociale et attractivité du métier. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai 40 000 apprentis. 40 000 apprentis, ça fait 2 ans qu'ils sont chez eux. Ils ont pris un certain nombre d'addictions diverses et variées, ils ne se sont pas fait checker parce qu'ils sont jeunes, etc., etc. Nous avons lancé à partir du 1er septembre, dans la même configuration, on est en train de l'élaborer avec la CSMF, une consultation pour ces apprentis à hauteur de 5C. Enfin, on est dans une logique sur laquelle, globalement, où on intègre le minimum. J'ai eu ça quand j'ai passé mon service militaire, qui était d'avoir un check-up, est-ce que j'ai été vacciné, etc. etc. Et peut-être avons-nous perdu, entre guillemets, cette vertu passée. Si une consultation flash de nature obligatoire et universelle, finalement refait la consultation du service militaire, à un âge régulier, tant mieux, mais derrière on voit bien la coordination que nous pouvons avoir entre, d'un côté, l'assurance maladie obligatoire dans son universalité et de le remettre au goût du jour. Quand l'assurance maladie parle, tout le monde écoute. C'est aussi l'avantage, quelque part. Donc, elle a une force par délégation, entre guillemets, d'une puissance publique et d'une politique publique de pouvoir dire « allez, on y va ». Les Français sont assez... je dirais, panurgiens en la matière, et tant mieux si on fait avancer le chemin public. Mais globalement, on voit bien que sur une logique territoriale, sur une logique sectorielle, qui sont la force on a pour nous la connaissance extrêmement proche de nos clients, on peut là aussi avoir une association saine entre l'obligatoire et les complémentaires. Ce qu'on ne voudrait pas, par contre, je ne reparlerai pas de l'égalité de la misère de Sir Winston Churchill, mais d'avoir un nivellement par le bas, qui n'arriverait pas à répondre à des préoccupations, le cas échéant, d'une branche, qui de fait va se retrouver avec un dérapage spécifique de ses arrêts de travail, et de fait un cercle vicieux qui vient augmenter les protections sociales complémentaires dans leur prévoyance lourde, et donc de taxer à la fois l'entreprise et le salarié dans l'augmentation d'un prix de la protection sociale. Donc revenir là aussi à un changement de paradigme, à être plus en concertation, ce qu'exprimait Thomas Fatto encore récemment, mais qu'on puisse le voir dans les faits. Et on est très positivement à l'écoute d'avoir plutôt une relation tripartite sur ces sujets-là que d'avoir, et ouverte, et clairement ouverte, que plutôt d'être, je dirais, mise à contribution aveugle, par le biais d'une taxe ou d'autre chose, de manière partielle en 2023 à hauteur de 150 millions d'euros et de 300 millions d'euros pour les assureurs l'année d'après, d'avoir une contribution proactive dans ce domaine à travailler à trois. On l'a fait dans plein de domaines,
pas assez, et je pense qu'en 2023, il faut justement faire évoluer ce paradigme dans un système à 80, enfin, je reviens toujours à mes 77%, je mets de côté un peu ces évolutions de la pandémie, mais en tout cas dans un domaine profondément géré par l'assurance maladie obligatoire. Si j'enlève par contre l'hôpital et les ALD, là on va voir que notre contribution au financement des professions libérales, il est plutôt de 40%. Hein, il n'est pas de 20%, loin s'en faut. Je vous rappelle que dans nos contrats solidaires et responsables, nous remboursons les 30% du C, ça c'est la première chose, et les dépassements d'honoraires qui sont derrière dans une limite d'Optam nous amènent à avoir ce complément. Donc, sur ces aspects-là, il est moins évident de travailler à 3 que de travailler à 2 hein, dans cette démarche. Mais un bon accord tripartite est vraisemblablement la solution eu égard à une avancée en âge d'une population qui va travailler de plus en plus tard. Et nous le savons, et on n'y échappera pas. Donc, dans ces éléments-là, nous sommes les spécialistes de l'entreprise. Je parle de Clésia, mais aussi d'autres acteurs dans ce domaine-là. Nous avons en permanence les partenaires sociaux qui connaissent les revendications des salariés et les aspirations des employeurs qui ont envie de bosser. Tout le monde a envie de travailler dans ce domaine en bonne santé. Donc travaillons peut-être à 3 pour conjuguer cette logique sur laquelle on est toujours interfacé. On parlait de salaire dans cette triptyque d'une branche. Bien évidemment, on se posera la question sur la réforme de l'assurance chômage et il y a peut-être des sujets qui sont positifs. On parlait de formation avec les OPCO, avec les autres projets. On voit bien aussi cette relation tripartite qui existe. Sur la protection sociale, engageons davantage de relations tripartites, notamment sur cette logique de la santé, sur laquelle on l'a démarré en 2019. Elle s'est arrêtée pendant la pandémie. Hein, peut-être juste pour notre audience, est-ce que vous pouvez rappeler comment fonctionne ce dispositif qui a été mis en place avec les chauffeurs routiers, comment vous contractualisez avec les médecins, comment sont informés les salariés de la branche, enfin, très concrètement, comment ça se passe? Très concrètement, vous avez des espaces clients sur l'ensemble de la profession du transport, à hauteur, je vous dis, de 95%, on les protège aujourd'hui. Qui sont eux-mêmes le fruit d'une mise en œuvre d'une décision des partenaires sociaux dans une garantie socle de CCN qui dit il faut le faire, c'est obligatoire. Mais c'est une décision de l'entreprise, ce n'est pas une décision des pouvoirs publics qui s'inscrit dans un contexte de pouvoir public en la matière. Cette information permet d'informer régulièrement les personnes dont on connaît l'âge et dont on connaît les séances de formation, d'avoir des logiques de rappel dans leur plateforme de formation, cette fois-ci sur leur permis de conduire, et d'avoir une contractualisation qui a été menée grâce à la CSMF, sur lequel la CSMF met en avant cette solution. Elle est prise de manière totalement libre de chaque médecin qui se dit, bah, tiens, c'est peut-être pas mal là, dans mes consultations flash à 1C, où je puisse avoir un peu de temps, et je vais prendre un transporteur, parce que j'ai été formé par le centre de formation ad hoc de la CSMF, et sur lequel je déroule... Elle dure combien de temps, la formation? Pardon? C'est une formation sur combien de temps? Des médecins? Oui. Je crois, peut-être... là, on est dans le... 3 heures? Voilà. Donc cet élément-là nous amène à avoir une réponse peut-être plus concrète. Et qu'est-ce qu'on va en espérer? De manière immédiate, pas un chamboulement d'un dérapage de sinistralité sur la prévoyance lourde ou sur le retrait d'inaptitude à la conduite, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quelque part, on se dit qu'on y contribue de manière active, contrairement à d'autres logiques. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de profession libérale. Là, les pharmaciens d'officine ont, à un moment donné, travaillé avec la FSPF et l'USPO à imaginer pour les 130 000 salariés de la pharmacie, on en protège chez Clésia à peu près 115 000. Les 130 000 salariés de la pharmacie, à faire en sorte qu'ils aient une vaccination antigrippale. Et en poussant un peu la puissance publique, il y a 6 ans, on s'est dit, de manière dérogatoire, on ne va pas forcément passer par la démarche, on va permettre aux pharmaciens de vacciner, entre guillemets, cette logique-là.
cet élément-là a amené un retour sur investissement très court-termiste. Vaccination antigrippale égale pas 3 jours d'arrêt maladie, alors qu'on avait des professionnels qui sont en permanence en face de personnes malades. Sur ce sujet-là, on a eu un moindre dérapage tout de suite, finalement des coûts et des consommations médicales de ces mêmes salariés que d'autres, et on voit le plus. Donc on pense qu'on peut être proactif dans un cadre de santé publique. D'accord. Monsieur Picon, vous souhaitez réagir à Non, la prévention, enfin, qui est le meilleur, qui est le mieux placé pour faire de la prévention, selon vous? Moi, je crois que les deux ont un rôle à jouer essentiel en matière de prévention. Moi, juste une petite réflexion comme ça, mais ça nous amène à un vieux débat que l'on a eu avec M. Schmitt de la Breuil. C'est celui de ne pas reconstituer dans les assureurs complémentaires des pôles comme ça de monopolisation qui créerait au fond un deuxième, quand vous dites on couvre 95% ou autre, enfin moi je crois que la pluralité d'acteurs, et c'est pour ça que nous sommes attachés aussi aux complémentaires, la pluralité d'acteurs ferait progresser le sujet. Mais je trouve que les deux exemples qui viennent d'être donnés, tant pour les chauffeurs routiers, parce qu'il s'agit d'améliorer les résultats de l'assureur, mais aussi d'améliorer le risque d'accident qui met la vie d'autrui en danger. Enfin, sur des chauffeurs, l'actualité, malheureusement, nous en donne la lecture dramatique assez souvent. Donc oui, le contrôle de santé de cette population, elle est intéressante pour sa propre santé, mais aussi pour les risques qu'elle peut engager. Et sur les pharmaciens, même si l'exemple des salariés de pharmacie qui étaient un peu moins... Bon, ce sont des gens quand même qui sont concernés sur la vaccination, qui sont informés, mais oui, l'encouragement et la prise en charge du vaccin a été de nature à améliorer les résultats, et ça améliore les résultats de l'assureur, mais ça améliore la santé aussi des salariés des officines de pharmacie. Je trouve que dans ces contrats de branche, entre guillemets, les résultats restent dans nos bas de bilan. C'est-à-dire que tous les excédents sont mis de côté au cas où la sinistralité dérape. Ce qui nous a permis, notamment sur la branche hôtel, café, restaurant, de les avoir exonérés, employeurs et salariés, dès le 14 mars, sur lequel les rideaux se sont fermés, de les avoir exonérés de cotisations, tout en laissant, bien évidemment, la consommation de prestations, qui a abouti à ponctionner ces réserves de bas de bilan de 55 millions d'euros pendant le trimestre sur lequel on les a exonérés. Donc, lorsqu'on est dans les contrats mutualisation, ils peuvent être au niveau d'un assureur, ils peuvent être en coassurance dans ce dispositif, mais l'essentiel est que les partenaires sociaux aient défini quelque chose finalement qui s'impose à tous les assureurs, et que ce soit Clésia ou d'autres, on amène la même réponse en la matière, et tous les assureurs sont équipés et ont une capacité à contractualiser avec vraisemblablement les syndicats libéraux pour faire avancer ce système. Et, Monsieur Picon, qu'est-ce qui, selon vous, garantit le mieux l'exercice libéral d'un médecin libéral? C'est un sujet auquel la CSMF est très attachée. On l'a vu dans l'histoire, les médecins se disaient peut-être qu'il vaut mieux contractualiser. Je parle très très longtemps contractualiser avec des mutuelles plutôt qu'avec un seul acteur. Cet exemple-là de contractualisation avec certains acteurs complémentaires à côté de la convention nationale qui est le SLOC, est-ce que ça vous semble aussi un moyen en fait de garantir l'aspect libéral de l'exercice des médecins? Oui, alors moi je ne veux pas parler au nom des médecins, ils sont nombreux dans la salle, ils pourront s'exprimer sur ce sujet. Mais effectivement, si demain il n'y a plus qu'un interlocuteur pour les médecins qui est l'assurance maladie, la discussion elle va devenir de plus en plus compliquée, me semble-t-il. Enfin, et puis ensuite, après, le lien de dépendance. Alors, je ne parle pas de lien de subordination, bien sûr, c'est autre chose. Mais le lien de dépendance économique avec un seul acteur payeur, ah oui, il me semble que pour les professionnels de santé, c'est de nature à poser question sur la pérennité
oui, de l'indépendance et de la liberté peut-être à un moment de faire. Donc je crois que la présence d'assureurs complémentaires là-dedans, elle est de nature un peu à remettre l'église au milieu du village, même s'il y a un gros poids de l'assurance maladie, bien sûr. Mais je prends sur les discussions que vous allez entamer sur ces consultations de prévention qui me paraissent fort utiles. Oui, une discussion à trois devrait permettre de rémunérer, me semble-t-il, plus correctement ces actes, parce qu'ils sont utiles, mais il me semble que les professionnels de santé n'ont pas à supporter avec un poids économique insuffisant, enfin une rémunération insuffisante, appelons les choses par leur nom, la politique de santé publique du pays. Enfin, c'est pas à eux à en faire les frais. Et donc, il doit y avoir, oui, une négociation avec l'assurance maladie. Et les complémentaires ont probablement un rôle d'appoint sur ce sujet à porter. C'est comme ça qu'on y arrivera, me semble-t-il, le mieux. Alors, on va y arriver justement dans la dernière petite demi-heure qu'on va consacrer aux enjeux de la future négociation conventionnelle. Juste avant, j'aurais souhaité faire un bilan avec vous du 100% santé, même si ce n'est pas un sujet qui concerne directement les médecins, mais c'est un sujet pour le coup extrêmement emblématique de l'articulation AMO-AMC. Madame Cazeneuve, quel bilan, enfin quelle partie du bilan vous souhaitez mettre en lumière aujourd'hui pour illustrer cette articulation? Non, mais je pense que c'est effectivement, comme ça a été dit, hein, c'est sûr qu'on est toujours plus fort quand il y a une coalition d'acteurs. Et donc le 100% santé, c'est ça. Ça veut dire que c'est une coalition d'acteurs, à la fois l'assurance maladie, les assurances complémentaires et les professionnels. Et donc le 100% santé, c'est d'une certaine manière, chacun a contribué pour permettre de diminuer le reste à charge et favoriser l'accès aux soins. Donc je veux dire, cette démarche-là, on a réussi à la conduire collectivement et je pense qu'on peut s'en féliciter parce que par ailleurs, on a des bons résultats. On a des bons résultats à la fois sur le dentaire et sur la partie auditive. Et donc notamment sur les aides auditives, hein, il faut avoir à l'esprit on est passé de 2 millions de personnes bénéficiant d'aides auditives en 2016 à 2,6 millions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait plus 30%. Et ça, c'est vraiment de l'accès aux soins. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas appareillés et qui se sont appareillés. Et donc, on a un vrai résultat en matière d'accès aux soins. Et nous, assurance maladie, je veux dire, indépendamment de nos dépenses, etc., de la régulation et de la pertinence médico-économique du système, on a aussi, en tant que puissance publique, un objectif qui est de favoriser l'accès aux soins. Et donc, de ce point de vue-là, on a réussi collectivement à favoriser l'accès aux soins. Après, sur la partie dentaire, on a une très grosse part du panier hein, qui est dans le 100% aujourd'hui, autour de 50%. On n'a pas beaucoup de nouveaux recourants. En revanche, on voit davantage de substitutions. Et donc là, il faudra qu'on creuse, mais en tout cas, on est quand même sur une réussite de la réforme dans le sens où, en tout cas, il y a un meilleur accès aux soins prothétiques, c'est une évidence. Et c'est sur l'optique où les résultats ont été un peu décevants à ce jour, puisqu'on est autour de 17% hein, des lunettes qui sont aujourd'hui dans le panier 100% santé, mais on a conduit là, Assurance Maladie, une très grosse campagne de contrôle auprès des magasins d'optique et donc avec une très grande part des magasins d'optique qui n'étaient pas tout à fait aux normes en matière de présentation de l'offre 100% santé. Mais une fois que j'ai mis ça de côté, ça reste une réforme qui, en tout cas, est emblématique de je crois, ce qui est en train d'être dit dans cette table ronde, à savoir qu'on peut construire des réformes collectives où chacun contribue pour favoriser l'accès aux soins et améliorer notre système de santé. Et donc voilà, de ce point de vue-là, je pense que ça a marqué quand même une étape importante dans la manière dont on travaillait ensemble. Monsieur Schmitt de la Brélis, pour vous aussi, c'est une réforme emblématique, le 100% santé? Je partage totalement l'expression de Madame Cazeneuve en la matière. À la fois, c'est factuel, hein, les Français sont mieux protégés aujourd'hui qu'ils l'étaient par le passé. Deux, on a bien travaillé à trois, même si
au début, l'assurance maladie nous a expliqué que, que les conséquences pour les complémentaires étaient de X et à la fin, elles ont été de 7X. Mais globalement, on travaille bien ensemble sur cet aspect-là. Et in fine, je vais vous donner une anecdote. Vous avez cité la composante centrale du groupe Clésia, mais il se trouve qu'on gère quelques fondations reconnues d'utilité publique en parallèle. Et la 7e école d'audioprothésistes, on l'a fait chez nous, à la MUS dans l'Eure. Avec à l'époque les autorisations de Madame Buzyn pour se rappeler à ces années qui préparaient la mise en œuvre du 100% santé. Et là aussi, on a bien vu qu'on travaillait, c'était un livre 3 d'une mutuelle, si vous voulez, on savait travailler à 3, entre guillemets, pour mettre en place ce type de système. Donc, j'espère et je souhaite, je formule le vœu en tout cas, pour qu'on puisse travailler vraiment à 3, être co-contributif en matière de financement plutôt que d'être in fine taxé pour reverser dans une logique sur laquelle on cherche un peu trop à universaliser, c'est bien, mais aussi des fois à niveler par le bas. Donc cet exemple du 100% santé était vraiment un changement de paradigme qui était extrêmement positif en la matière. Je me permets juste que c'est vrai que ça fait 2 fois que vous parlez de nivellement par le bas. Je ne crois pas qu'on ait eu tellement d'exemples de nivellement par le bas. Je pense qu'il faut vraiment se dire que une partie de la santé est de toute façon universelle. Et je veux dire, notre système de protection sociale en France, c'est un système universel. On a des systèmes anglo-saxons où l'assurance maladie, ce n'est pas une assurance maladie universelle, c'est une assurance maladie qui couvre que les plus précaires. En France, c'est un outil, l'assurance maladie, la Sécu telle qu'elle a été pensée après-guerre, elle a une vocation universelle et c'est tant mieux parce que c'est un des outils les plus puissants en France de redistribution et de cohésion sociale. Et donc ça, c'est super important et je pense que ça n'est pas du tout contradictoire. Je pense qu'on a besoin de cette universalité parce qu'il y a des choses, je veux dire, quand on reparlait de la prévention, je veux dire, à 45 ans, une femme, il faut lui parler du risque cardiovasculaire, j'allais dire, quel que soit son métier. Bon. Et ensuite, vous avez raison, il y a une logique qui est une logique qui peut être professionnelle, qu'on connaît bien aussi, puisqu'on s'occupe de la branche FTMP, mais voilà, c'est dans la complémentarité et je ne crois pas du tout vraiment que l'universalité, ce soit le nivellement par le bas. L'universalité, c'est d'une certaine manière la garantie de l'égalité des chances, ce qui ne veut pas dire que l'universalité, elle doit... oui, elle doit être exclusive, mais avoir un socle d'universalité, un socle important, c'est la colonne vertébrale de notre système de protection sociale, c'est la colonne vertébrale de notre sécurité sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un pilier de nos démocraties qu'il faut qu'on arrive à défendre. Et donc, pardon pour cette petite parenthèse, mais je pense qu'il faut et surtout post-crise sanitaire, qu'on se dise, voilà, heureusement en France qu'on a ce système de protection sociale et on est dans dans une période un peu agitée, un peu compliquée, et ça fait partie des piliers de nos démocraties modernes. Et la sécurité sociale, c'est pas le nivellement par le bas, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas qu'on travaille en complémentarité avec d'autres acteurs. C'est dit. Donc, chose promise, chose due, on va parler des négociations de la prochaine convention. Il y aura peut-être aussi, je laisserai quelques temps pour des questions de la salle éventuellement. Alors, on vient de parler du bilan du 100% santé. Vous avez tous les deux, vous la voyez tous les deux comme une réforme un peu emblématique. Alors, est-ce qu'elle peut servir de modèle pour la question des dépassements ou compléments d'honoraires? Est-ce qu'il peut y avoir un 100% santé sur les dépassements d'honoraires? Alors, je ne sais pas exactement ce que voudrait dire un 100% santé sur les dépassements d'honoraires. Ce qui est sûr, c'est que sur la question de l'Optam et de l'Optamco, il faut qu'on réinterroge la part, en tout cas la manière dont les complémentaires santé, j'allais dire, participent au dispositif. Et donc, on sait que l'Optam, l'Optamco, ça va faire partie des gros chantiers sur lesquels on va devoir retravailler dans le cadre de la convention médicale. Et donc, ça fait partie des réflexions. Mais oui, en tout cas, le fait sur ce sujet-là d'avoir une réflexion tripartite, je pense que ce sera nécessaire, absolument. Monsieur Schmitt de Labrelli? On le voit et là-dessus on est en capacité de le faire. Le tiers payant a été inventé par
par les complémentaires, les mutuelles dans les années 50, notamment avec les pharmaciens. Dans nos logiques de médecins, les choses sont un peu plus complexes à se généraliser. On avait une interrogation sur le tiers payant qui avait été faite par les pouvoirs publics, notamment à l'hôpital, et sur lequel le système ROC qui a été mis en place depuis 2 ans, et on peut le qualifier dans cette logique tripartite. Je peux me permettre de dire qu'on peut constater un vrai succès. Il faut qu'on continue dans ce domaine. Les logiques d'Optam qui conditionnent la fiscalité des contrats solidaires responsables ou irresponsables et non solidaires, c'est un peu dur de voir l'opposé sur ce sujet-là. Là, je pense que c'est là aussi au pouvoir public de définir un cadre et de permettre justement cette libéralité complémentaire à pouvoir nous permettre de continuer à en rembourser, pas forcément l'honoraire libre. Et dans ce cas-là, on a des contractures complémentaires non responsables pour les quelques qui le souhaitent, mais ce n'est pas notre métier de base, si vous voulez, d'avoir une action plus large, de façon à co-contribuer justement au coût de l'accès aux soins au sens large et à la juste rémunération des professions libérales, dépassant même, là, cette fois-ci, le corps médical. Je parle de toutes les professions, tous les professionnels de santé en la matière. Il y a un autre sujet d'articulation entre AMO et AMC dans la Convention, c'est le mix entre forfait et acte. Un mix qui, on l'a vu dans les 20 dernières années, de marginaux, les forfaits sont aujourd'hui devenus une part de plus en plus importante de la rémunération des médecins libéraux. Comment est-ce que les complémentaires peuvent prendre en charge ces forfaits? Est-ce que les forfaits, ça doit être payé entièrement par l'assurance maladie? Est-ce que... Elles les prennent déjà, mais elles les prennent par une taxe de l'AMO sur l'AMC, c'est l'AMO qui rembourse. Oui. Mais elles les prennent déjà, les complémentaires. Oui, mais est-ce que vous préfériez les prendre en charge directement? Mais ça risque de poser aussi des problèmes techniques, enfin, de flux financiers. On ne cherche pas. Quand il y a besoin d'un certain nombre d'universalité, d'une politique de santé publique, qui n'est pas, je n'ai jamais dit que c'était un nivellement par le bas, je suis profondément attaché à notre système, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais que globalement, s'il n'y a pas la libéralité complémentaire de pouvoir faire du plus et de faire avancer et d'être adapté par rapport à nos populations protégées, je pense que si on a une seule réponse, on ne peut pas avancer sur ce système-là. Donc oui, qu'il y ait une réponse universelle, et heureusement, entre guillemets, même si derrière on est taxé, entre guillemets, en tout cas ceci fait partie de nos consommations sur ce jeu-là, mais que l'on puisse nous permettre, dans une relation tripartite, d'être aussi un fer de lance, entre guillemets, d'une politique de santé publique, segment d'activité de territoire ou d'autres sujets qui peuvent peut-être là aussi nous permettre d'aller plus loin. On voit bien que dans certaines logiques médicales, on a des contributions importantes, complémentaires dans les réseaux de soins, de nous-mêmes les entretenir à travers tous les livres 3 de la mutualité française, par exemple. Enfin, continuons à être complémentaires dans ce domaine. Madame Cazeneuve, sur les forfaits, comment est-ce que vous voyez le partage en fait de financement? Alors effectivement, hein, les médecins généralistes aujourd'hui, la part forfaitaire de leur rémunération, c'est autour de 15%. Pour les spécialistes, ça reste très faible, hein, 1,4% de leur rémunération. Et donc pour les médecins, vous avez pour moitié le forfait médecin traitant et ensuite effectivement la ROSP et le forfait structure. Bon. En fait, la vraie question qui va se poser d'abord, c'est faut-il davantage de forfaits dans la rémunération des médecins? Donc ça, c'est vous qui nous le direz au moment de la convention, parce que c'est ça la première question qu'on va devoir se poser. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que le système de santé, en tout cas la manière dont il est financé, ces dernières années, il
y a de plus en plus de financement au forfait qui n'a pas vocation du tout à se substituer à l'acte, mais on voit bien qu'il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile de rémunérer au forfait, notamment la rémunération pour le médecin traitant, parce que tout ce qui relève de la coordination du temps passé avec le patient, quelque chose qui n'est pas forcément palpable, quantifiable, etc., c'est important qu'il y ait une forme de rémunération socle, notamment pour le médecin traitant. Ensuite, est-ce qu'il y a c'est là où donc on va voir si cette part, en tout cas si les médecins souhaitent que cette part augmente. Donc ça va être une partie de nos discussions. Moi, je vois pas très bien comment les complémentaires. Y a pas de. C'est là où je reviens un peu au débat de départ, c'est que c'est très compliqué. Je veux dire, d'introduire, c'est toujours beaucoup plus facile de faire du 100% AMO. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour les médecins, pour nous, pour les patients, pour les assurés. Et donc ça, c'est un enjeu, j'allais dire, pour les complémentaires, de se dire, en fait, comment on se positionne dans un système où quand nous, on intervient, le circuit est plus compliqué. Et donc, est-ce que c'est... est-ce que c'est vraiment sur les forfaits qu'il faut que les complémentaires se positionnent? Je ne suis pas sûre, parce qu'honnêtement, ça veut dire, ça induit honnêtement des circuits de facturation, etc., super compliqués. Donc je pense qu'il y a une réflexion pour les complémentaires santé qui est de se dire où est-ce qu'on peut vraiment être complémentaire, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut apporter un complément des rémunérations pour les médecins et pour les professionnels de santé de manière générale. Je ne suis pas sûre que ce soit sur la part forfaitaire. Ouais, parce que la taxation, c'est intellectuellement pas satisfaisant non plus pour tout le monde quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres champs en fait sur lesquels les complémentaires pourraient investir davantage, pour mieux répartir le mix en fait, quoi. Ça fait partie des réflexions qu'on va devoir avoir. Moi, je pense, alors je mets un peu les médecins entre guillemets de côté 2 minutes, mais c'est vrai qu'on les complémentaires santé, les branches professionnelles, etc., elles ont quand même été pourvoyeuses d'innovation. Et donc, il y a plein de choses que l'assurance maladie, et c'est normal, a fini par rembourser de manière universelle après coup, parce que en fait, il fallait d'abord voir ce que ça faisait. Quand on parle de la prévention, il y a tout un champ de la prévention qui est de la prévention médicalisée, où là, vraiment, l'assurance maladie obligatoire, elle a tout son rôle. Et puis, on voit bien que dans la prévention, il y a tout ce qui relève de la qualité de vie, de l'activité physique, etc., où l'assurance maladie a un positionnement qui est plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est remboursé, par exemple, en termes de prise en charge, ce qui est strictement évalué par la Haute Autorité de Santé. Est-ce qu'une application, par exemple, de bien-être, est-ce que ça, c'est l'assurance maladie qui a vocation à le rembourser? J'en suis pas certaine. Est-ce que potentiellement, c'est quelque chose qui permet à un patient, par exemple, ayant une pathologie chronique, d'aller mieux que d'avoir une application qui l'aide sur son alimentation, etc.? Sans doute. Et donc, c'est là où on a, je pense, une réflexion à avoir sur la manière dont les complémentaires peuvent innover et aller sur des zones sur lesquelles l'assurance maladie obligatoire, de fait, ne pourra pas aller, en tout cas pas de manière massive et pas de manière rapide. Voilà. Je pensais peut-être aussi à l'activité physique adaptée en prévention secondaire, qui a montré exactement. Des effets très, très intéressants. Peut-être avant qu'on passe la parole à la salle, je voudrais juste aborder encore la question du tiers payant, et parce que c'est un sujet qui figure dans les travaux de l'accord cadre que vous avez signé avec les libéraux de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette réflexion, sur le cadre de ces travaux? Alors, je pense que le tiers payant, historiquement, dans sa généralisation, était plutôt force de nos actions dans ce domaine-là, et sur lequel il est vrai que sur tous les professionnels de santé, les choses se sont bien dispatchées, mais au niveau de nos médecins, il faut qu'on avance. Il faut tous les dispositifs existent aujourd'hui dans le cadre de notre relation inter-AMC et professionnels de santé. On l'a démontré avec les pouvoirs publics au niveau de la gestion de l'hôpital qu'on sait le faire. Donc c'est l'objet de cette convention, de pouvoir là aussi faire un véritable bond en avant et clairement de fait apporter en tant qu'assureur complémentaire une garantie de remboursement efficace, enfin une garantie totale de remboursement dans le cadre de cette discussion. Voilà.
Très bien, il nous reste 4 minutes exactement, si on tient les horaires. Y a-t-il des questions dans la salle, peut-être sur le dispositif dont vous avez parlé, plus largement sur la convention médicale à venir? Est-ce qu'il y a des micros? Oui, Monsieur, Docteur Duquesnel. Oui, bonjour, Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne et président des généralistes CSMF. Par rapport aux enjeux qui sont ceux de l'accès aux soins qui ont été présentés par François Braun hier, pour la population, pour les élus, quel rôle pourrait jouer l'AMC au-delà du fait de ce qui va être issu des négociations conventionnelles, où on sait très bien qu'il y a la part qui relève de l'AMO et de l'AMC. On a vu, pour d'autres professionnels de santé, je pense tout particulièrement aux chirurgiens dentistes, l'AMC s'orienter vers des réseaux de soins qui, a priori, le souvenir que j'en ai, quand j'en parle avec eux, qui n'ont pas forcément donné satisfaction ni aux professionnels, ni aux assurés allant vers une diminution de la qualité des soins. On sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'était dit hier, vu les problèmes de démographie, et ça ne concerne pas d'ailleurs que les médecins libéraux, au niveau des professionnels de santé, c'est nous aider à aller vers de nouvelles organisations professionnelles, innover dans nos organisations sur le terrain, sur le territoire, de l'ingénierie de projet. En quoi l'AMC pourrait aider les professionnels de santé, justement, et dans le but, bien sûr, d'améliorer cet accès aux soins? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée au niveau de l'AMC? Sur cet aspect-là, on l'a vu notamment dans la mutualité française, tous les travaux qui ont été menés dans les relations pas forcément de centres de soins, mais d'une relation tripartite entre une communauté d'agglos, le fait d'installer, je dirais, un consortium médical en la matière qui laisse toute la place à la logique libérale. Tous les actes de télémédecine, là aussi, s'intègrent à la demande de nos professions lorsqu'on parle d'accord cadre dans ce dispositif. Enfin, le fait, je dirais, d'apporter l'industrie logistique complémentaire. On est là tant sur les parties de nos œuvres sociales au sens large pour y contribuer que sur nos technologies que l'on apporte à ce jour. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans ce dispositif. J'aurais une autre question. Bonjour, Patrick Assiag, cardiologue, secrétaire général donc, des spécialistes CSMF. J'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme avec lequel vous avez en fait développé le sujet brûlant qui était l'articulation AMO-AMC qui a été mis en évidence récemment par l'HCAM avec des réactions particulièrement vives des complémentaires, et à juste titre, je pense. J'ai beaucoup apprécié le 45 ans du risque cardiovasculaire chez l'homme et également chez la femme, parce qu'en tant que cardiologue, je ne vous cache pas qu'on aime bien le cancer, mais on aime bien également prévenir le risque cardiovasculaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'autant que, dans votre première recommandation, dans le rapport chargé-produit de la CNAM, vous avez mis en exergue le rôle des équipes de soins spécialisées dans le parcours et renforcer le parcours du patient insuffisant cardiaque. Alors, vous allez comprendre ma question. Ma question est la suivante, c'est que d'un côté, on va mettre en place la prévention 25, 45, 65. 25 pour les cardiologues, on n'est pas très intéressé, mais 45, 65, oui. Parce que c'est là que tout démarre. Et si vous ne faites pas une prévention chez la femme de la cinquantaine, eh ben, je ne vois pas à quoi on sert. Et je vais être un petit peu vif là-dessus. Parce que si vous voulez, cette prévention, on en a besoin. Et notre ministre, maintenant, fait de l'affaire sociale et de la prévention. Donc, c'est bien mis en exergue. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais qu'on puisse, en fait, voir comment est-ce qu'on peut relier la prévention et l'éducation. Parce que vous faites de la prévention, c'est très bien, mais si en corollaire, pour les maladies chroniques, vous ne faites pas de l'éducation, ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, tout ça est enchevêtré. Autant l'articulation MOAC nous a passionnés parce que, bien entendu, on s'est réveillé, mais autant, si vous voulez, l'articulation entre la prévention et l'éducation va être capitale pour nous, parce qu'on fait du soin, mais on ne fait pas de prévention, on ne fait pas d'éducation. Donc, si on pouvait tous les acteurs de santé se réunir sur ce thème qui est particulièrement enthousiasmant pour nous, pas forcément pour vous, mais pour nous,
eh ben, je pense qu'on rendrait un service énorme aux patients. On va faciliter l'accès aux soins. On va peut-être pas augmenter la fidélité de nos patients, mais on réduira les délais de rendez-vous. Et surtout, ce qu'on veut, c'est réduire le passage aux urgences. Et nous, on est là pour ça, si vous voulez. On est là pour vous aider. Aidez-nous, si vous voulez, dans la future convention, à faire en sorte qu'on puisse améliorer l'accès aux soins et surtout répondre aux besoins des patients. Et c'est ça qui est important. Et surtout également, faire en sorte qu'on puisse, à partir de la présence, faire l'éducation et faire en sorte qu'on puisse nous éclairer sur le parcours. Parce que c'est ça qui est important. On part d'un patient, mais ce patient a des comorbidités. Il faut que chaque acteur de santé puisse se placer sur un parcours, qu'on puisse prévenir les ruptures de parcours et faire en sorte qu'on puisse garder, améliorer la qualité de vie. C'est ça qui est important. On ne parle pas de qualité de vie de patient. Et ça, c'est important. Il faut améliorer la qualité de vie de patient, réduire les moments de mortalité et faire en sorte que le patient puisse se retrouver bien et améliorer la qualité de vie en bonne santé de nos patients. Et c'est ça qui est important. Alors, je ne sais pas, c'est une question en fait dans une réflexion, mais je pense que vous avez peut-être apporté vos arguments. Merci beaucoup pour votre question. On a en tout cas très envie de repositionner, et c'est pas que nous, hein, de toute façon on n'a pas le choix de repositionner le système de santé et l'assurance maladie sur la prévention. On n'a pas le choix parce que explosion des maladies chroniques, vieillissement de la population, on le sait, ça a été écrit 50 fois qu'on a un système trop curatif, pas assez préventif. Et donc il y a une question de savoir comment est-ce qu'effectivement on opère ce changement-là. Donc nous, là, on est parti effectivement sur le risque cardiovasculaire avec notamment une campagne qui va sortir la semaine prochaine. Dépistage, oui. Exactement. En tout cas, c'est sur les signes d'alerte qui doivent alerter le patient pour que le patient en parle à son médecin et que le médecin, le cas échéant, voilà. On y a participé, oui. Absolument. Et donc, en tout cas, la manière dont on conçoit, nous, la prévention, c'est effectivement qu'elle passe par les professionnels de santé. Donc nous, on va conduire des campagnes nationales, mais le cœur, nous, on croit énormément aux ESS, on croit énormément à la télésurveillance, énormément au fait que les professionnels soient, d'une certaine manière, responsabilisés au niveau de leur territoire. Et donc, dans l'idéal, l'ESS, c'est quoi? C'est une responsabilité populationnelle des professionnels de santé sur leur spécialité en l'occurrence. On en a monté une à Paris, hein, je vous signale. Hein. Exactement. Et donc ça, je veux dire, pour l'assurance maladie, le jour où on a des ESS partout sur le territoire, c'est-à-dire que les professionnels de santé endossent cette responsabilité populationnelle, c'est gagnant-gagnant. Et donc nous, on est très pour, j'allais dire, cette délégation pour qu'au niveau des territoires, il y ait cette responsabilité populationnelle. Et par ailleurs, vous avez raison, c'est-à-dire que assurance maladie et collectivement, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur l'éducation en santé. On sait que c'est l'éducation en santé au plus jeune âge qui a les effets de levier les plus importants, donc ça fait partie des réflexions, et c'est là où ça rejoint le congrès de l'année dernière, hein, sur la partie aussi environnement santé, c'est-à-dire qu'il y a plein de déterminants extérieurs sur lesquels l'assurance maladie, en fait, d'une certaine manière, elle peut constater qu'il y a des déterminants extérieurs qui jouent sur la santé des populations, mais voilà, si on essaie d'embrasser le sujet de manière large, l'habitat, l'alimentation, etc., il faut une coalition d'acteurs au-delà, j'allais dire, des acteurs de santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a dépassé le temps. Je me retourne vers le docteur De Wulder. Une question très courte. Oui, merci. Bruno Perutti, neurologue, président des syndicats des neurologues et des spécialistes CSMF. Une question sur la problématique de l'Optam, dont on sait qu'au fil des augmentations tarifaires, notamment de l'avenant 9, sa pertinence se réduit. Je crois que vous avez dit, Mme Cazeneuve, qu'il fallait effectivement le repenser. Je crois que c'est très important. Et le deuxième élément, qui a un corollaire un peu de l'Optam, c'est le secteur 2, avec des actes qui sont pas hiérarchisés de la même manière et dont on sait qu'ils posent problème d'accès aux soins à notre population, parce que certaines spécialités, je pense notamment à des chirurgiens, ont quasiment l'obligation de faire des dépassements. Et important qu'il y ait une complémentarité entre l'AMO et l'AMC pour que nos concitoyens puissent malgré tout avoir accès à ces soins avec une pertinence de la valorisation des actes qui permettent à nos confrères d'exercer correctement. Est-ce que vous allez vraiment vous pencher sur cet ajustement de l'Optam et sur la possibilité du secteur 2 d'avoir une valorisation des actes suffisante pour que les dépassements soient pris correctement en charge par les AMC? Merci.
Merci. Alors effectivement, hein, le principe là, de la nouvelle convention, c'est que tous les sujets sont sur la table. On sait que ça, c'est un sujet important pour les médecins. Donc c'est un sujet qu'on va, on a commencé à y travailler. Donc évidemment, on sait qu'il y a un sujet sur la question. Donc il faut qu'on y retravaille. Donc on y va sans tabou pour y retravailler vraiment. Et d'ailleurs, je sais qu'en ce moment, il y a des contrats qui sont en train d'être renouvelés. Ça ne veut pas dire que, évidemment, on reste dans le même dispositif et que tout ça est gelé à vie. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous le savez, hein, il y a une refonte de la CCM qui est en cours. Donc je vois le docteur Espaigne qui est là. Donc sur toute la partie nomenclature technique, il y a des travaux scientifiques qui sont en train d'être conduits, qui sont des travaux de longue haleine. On n'aura évidemment pas terminé dans le cadre de la convention médicale. Donc, ce n'est pas cette convention médicale, j'allais dire, qui permettra de retarifer tous les actes de la nomenclature, de cette nomenclature technique. Mais en tout état de cause, cette rehiérarchisation, elle est faite par les professionnels. Elle est essentielle parce qu'on voit bien que ça, en quelques années, évidemment, il y a des actes nouveaux qui sont apparus, des actes qui sont obsolètes, c'est plus les mêmes techniques, etc. Et donc la question qu'il faudra qu'on se pose dans le cadre de cette convention-là, c'est comment est-ce que, sachant que d'ici 2 ans, en fait, c'est en 2024 qu'on va devoir, une fois que toute la hiérarchisation sera établie, qu'on devra, d'une certaine manière, poser les financements et négocier les financements, comment, dès cette convention, on anticipe le fait qu'on aura cette discussion 2 ans plus tard. Voilà, je le dis de manière un peu triviale, mais c'est ça, c'est un peu ça le sujet. C'est un travail permanent, la convention, de toute façon. Très bien. Eh ben, je vous remercie tous les trois pour la grande richesse de nos échanges et on va laisser la place à la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux 3 intervenants. Merci à Véronique pour sa modération. J'ajouterai un mot, Marguerite, sur ce que tu as dit à l'instant. À une nuance près, c'est le coût de la pratique. Le coût de la pratique n'est pas forcément lié à la réforme que mène aujourd'hui le HCN et il est bloqué depuis 2005 et je pense qu'il faut l'aborder dès cette convention.